Salut, c'est Alain. Dans ma vidéo sur la féodalité, je dois l'avouer, je n'ai abordé qu'une facette précise de la société, celle qui lie les vassaux à leurs seigneurs. Car c'est ce lien vassalique qui définit précisément la notion de féodalité. Pourtant, c'est vrai qu'il y a tout un pan de cette société que j'ai passé sous silence. La vie des paysans, leurs relations avec leurs propres seigneurs et surtout leurs conditions d'hommes libres ou de serfs. Et quand on parle de servage, immédiatement on imagine des conditions épouvantables d'esclavage, des peuples entiers, je cite, taillables et corvéables à merci, sans qu'on sache d'ailleurs toujours très bien ce que ça représente exactement. Alors, revenons un peu sur le servage au Moyen-Âge et sur les différences entre les conditions de serfs et d'esclaves. Bon, on ne va pas se mentir, c'est un sujet hyper compliqué. D'une part, les historiens ne sont pas souvent d'accord entre eux, mais ça, on a un peu l'habitude. Mais d'autre part, il y a très peu de sources permettant de faire le tour du sujet. Du coup, la connaissance sur ce point avance très lentement. Au XIXe et au début du XXe siècle, la tendance est de dire que le servage est aux paysans ce que la vassalité est aux chevaliers et aux nobles en général. D'un rang inférieur, sans doute, mais le même genre de don de soi-même à un seigneur ou une abbaye en mesure de vous protéger en échange d'un service. Serf, servage, service, tout ça a la même racine, non? Mais bien évidemment, c'est plus compliqué que ça. D'abord, parce que cela suppose comme une sorte de rupture avec les époques précédentes, qui ne s'est évidemment pas produite. De même qu'on ne s'est pas réveillé un beau jour en se disant « Ah ça y est, l'Antiquité, c'est fini, nous sommes enfin au Moyen-Âge » ou « Bon, le Moyen-Âge est terminé, on va pouvoir profiter de la Renaissance ». Eh bien, on n'est pas passé tout d'un coup de l'esclavage romain au servage médiéval. La société romaine ne peut pas exister sans l'esclavage, c'est un fait. Pour exploiter les immenses domaines des villae patriciennes, il faut des esclaves, et en grand nombre. Bien sûr, la chute de l'Empire romain, dont il faudra bien que je me décide à vous reparler un prochain jour, et ce qu'on appelle les invasions barbares, ont pas mal mis ce système par terre. Et ce, d'autant plus que les esclaves des Romains, par chez nous, ils étaient souvent capturés chez ces mêmes barbares, au-delà du Limès, cette frontière entre l'Empire et les territoires goths, visigoths, alamans, vandales, etc. Certains historiens distinguent alors trois statuts différents: l'esclavage, la servitude et le servage. Dans l'esclavage antique, l'homme est réduit à l'état de chose ou de bête de somme, ce qui revient au même, et dépend totalement de son maître. Il n'a aucun droit, aucune propriété. Et puis, il y a l'état de servitude, qu'on pourrait situer pendant l'époque mérovingienne et jusqu'au début du système féodal, au milieu des temps carolingiens. C'est un état un peu intermédiaire, où la condition humaine est reconnue, mais où le pouvoir du maître est encore extrêmement fort. Mais on peut quand même parler d'une certaine limitation de cette emprise du seigneur sur ses serfs. Ce mot d'ailleurs, de serf, peut alors être utilisé, et on ne parle plus d'esclaves. Enfin, le système féodal, vers le milieu de l'époque carolingienne donc, amène la notion de servage, et non plus de servitude. La personne même du serf ne dépend plus de son seigneur, mais seulement une partie de son travail et de ses revenus. On peut parler à ce moment-là d'une très nette émancipation de la condition de serf. Ouais, mais bon, je vous ai bien dit que c'était compliqué. Présenté comme ça, c'est bien, c'est formel, on distingue les états et les époques, tout va bien. Mais la réalité, c'est que ces trois conditions serviles ont pu coexister simultanément, et que d'une région à l'autre, les droits, les libertés, possessions ont considérablement varié.
En fait, il faut distinguer différents types de servitude. Il y a d'abord l'esclave de traite, celui qui est vendu et acheté, exclu et désocialisé, comme je disais, et qui existe bien au Moyen-Âge. Pas beaucoup en Europe, encore que, mais beaucoup au Moyen-Orient notamment. Et puis il y a l'esclavage viking également, mais bon, ça c'est un cas vraiment très particulier. Mais à côté de cette dépendance extrême, il y a d'autres types de servage. Pour certains, ce n'est finalement qu'un statut, et ils n'ont quasiment pas de vraies contraintes. D'autres sont dans un statut servile assez marqué, comme les serfs domestiques, directement au service du seigneur. Les cartulaires et chroniques du XIe et XIIe siècle parlent par exemple des ministériaux, ces serfs équipés comme des chevaliers et qui sont les agents du seigneur, et qui souvent sont les plus violents envers les paysans. Il leur arrive même parfois de se retourner contre leur seigneur. Quoi? C'est une honte! Révolte! Voire de le tuer, comme Érambaud de Bruges en 1127, lors d'une menace de durcissement de sa condition servile. On voit aussi des serfs artisans et bourgeois, qui montrent une vraie aisance, pour ne pas dire richesse. On voit donc que la majorité des serfs médiévaux ne vivent pas une vie de servitude, et la frontière entre hommes libres et serfs est parfois passablement floue. Alors finalement, qu'est-ce qui différencie les uns des autres? Eh bien, il s'agit principalement d'interdictions et de tribus, dues par le serf à son seigneur. Et mon but étant de faire simple, disons qu'on va retenir 3 éléments primordiaux pour définir le servage médiéval. Le cheuvage, la main morte et le fort mariage. Le cheuvage, c'est une taxe, un impôt, pas très élevé en fait, mais assez symbolique de la situation de dépendance, servitude ou servage, comme je disais tout à l'heure, et donc souvent considérée comme assez humiliante. Il existe d'autres taxes, comme la taille, une redevance en bon argent, ou la corvée, une sorte d'impôt en nature. Mais eux ne sont pas spécifiques aux serfs. La seule différence, c'est que dans un état de servitude assez dur, les serfs sont taillables et corvéables à merci, comme je disais au début. C'est-à-dire que le seigneur, ou l'abbaye, parce que les grands propriétaires ne sont pas que les nobles civils, a tous les droits sur ses serfs en termes d'exigences fiscales. A contrario, un homme libre peut faire appel si les conditions sont trop dures. Mais là encore, il ne faut pas prendre cela comme trop binaire, du genre le seigneur a tous les droits sur les serfs. Selon les époques et les régions, les droits seigneuriaux ont été encadrés et limités. La main morte, c'est l'impossibilité de transmettre ses biens par héritage. Alors, on m'a dit que tu es venu ici pour revendiquer ton héritage. Eh bien, c'est refusé. Cette mesure a été prise pour empêcher la dilapidation des biens d'une seigneurie au profit d'une autre. Le servage est en effet héréditaire. Mais dans le cas où l'héritier n'est pas dans la même seigneurie que son père, ce qui arrive, on ne veut évidemment pas que les biens du père fichent le camp dans la seigneurie concurrente. Ce qui veut quand même dire, au passage, que le serf a des biens, en propre. Et comme il a la possibilité de les faire fructifier, il arrive même qu'ils deviennent relativement riches. Enfin, surtout après le XIIIe siècle, quand les conditions s'adoucissent. Mais là encore, cette main morte ne doit pas être considérée comme un poids énorme qui lie le pauvre serf à son exploiteur de seigneur. D'une part, il existe des moyens de la contourner quand le propriétaire du bien n'est pas à proprement parler le serf lui-même, mais la famille. À ce moment-là, il n'y a plus d'héritage, puisque ce n'est pas le serf qui possède en propre. C'est carrément hypocrite, ok. Mais ça a existé, preuve que la pression n'était pas toujours écrasante. Et puis, dans certains cas, le seigneur se contente de récupérer une part d'héritage et pas la totalité. Un meuble, une partie du troupeau. En fait, ça ressemble pas mal à nos droits de succession actuels, finalement. Évidemment, là encore, ça dépend des époques et des régions. Et les conditions ont tendance à s'alléger au fil du temps.
Enfin, il y a le fort mariage, c'est-à-dire l'impossibilité de se marier en dehors de la seigneurie sans l'accord du seigneur. Alors, sur ces questions de mariage, il faut enlever beaucoup d'idées reçues, plus ou moins débiles. Déjà, on oublie le droit de cuissage, de jambage ou de dépucelage. Ça n'a jamais existé. C'est une invention de la Révolution, quand on voulait expliquer que les nobles et les seigneurs étaient d'horribles exploiteurs du pauvre peuple. En fait, cette expression de cuissage a bien existé, mais elle est liée non pas à la cuisse féminine, mais à la cuisson du pain, rien à voir. Et puis, il n'y a pas non plus, comme certains croient, d'obligation systématique de demander le droit de se marier. Le fort mariage, ça ne concerne que les mariages entre serfs de différentes seigneuries. Là encore, l'objectif est de ne pas voir partir au loin un bien appartenant au seigneur. Entendons-nous bien. J'ai bien dit que dans la servitude et dans le servage, la personne n'appartient pas au seigneur. Celui-ci ne peut donc pas en disposer comme bon lui semble. En revanche, et la nuance est parfois subtile, le travail du serf appartient au seigneur. Et du coup, la notion de main-d'œuvre est capitale. C'est ça, le bien appartenant au seigneur dont je parle. Et ça explique que le serf ne soit pas libre de ses mouvements. En fait, on peut n'être serf qu'avec certaines charges, à certains égards, et parfois même vis-à-vis d'une personne spécifique. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait une règle générale, et les cartulaires montrent des sortes de contrats comme bricolés au cas par cas, avec des éléments assez disparates, piochés de ci, de là. On ne peut pas aujourd'hui en tirer de définition précise de ce qu'est le servage, vous comprenez? Ce qui est certain également, c'est que la plupart de ces pratiques sont beaucoup plus héritées des traditions carolingiennes, c'est-à-dire franques finalement, que de l'Antiquité et de l'esclavage romain. Et parmi ces pratiques, il faut ajouter des rites parfaitement formels d'entrée ou de sortie de l'état de serf, par exemple, comme des actes juridiques, bien sûr, mais aussi comme cet homme se faisant lui-même serf, qui se met la corde au cou devant son seigneur, ou bien qui verse la taxe du cheuvage, 4 deniers, posés sur sa tête inclinée. On est loin de l'hommage vassalique, les mains jointes dans celles du seigneur. Bon, tout ça tend progressivement à disparaître à partir du XIIe, XIIIe siècle. Oui, je sais, c'est réellement à la Révolution française que toute forme de servage ou de servitude est abolie, du moins officiellement. Mais à ce moment-là, s'il y a bien des formes d'exploitation humaine, on ne peut plus parler de serf ou de servage. Curieusement, le rôle de l'Église dans l'émancipation des serfs est relativement négligeable. Elle a beau prôner l'égalité de tous les hommes et se soucier du salut des serfs comme des hommes libres, il reste que c'étaient les plus grands propriétaires terriens et qu'ils avaient donc un énorme besoin de main-d'œuvre et donc de serfs. Il est quand même possible qu'elle ait eu un rôle moral. Par exemple, au niveau de la filiation, un enfant né d'un esclave pure souche n'avait juridiquement pas de père, il appartenait tout entier à son maître. Au tout début du IXe siècle, un enfant serf a bien un père. Il hérite de sa condition de serf, c'est vrai, mais au niveau socialisation, il y a quand même de très nets progrès, et ce n'est qu'un exemple. Toujours est-il qu'à partir du XIIIe siècle, les serfs commencent progressivement à disparaître. Or, ce n'est pas une évolution sociale qui voudrait que cet état inique connaisse une marche lente mais inéluctable vers la disparition. Non, ce n'est pas du tout ça. On voit constamment des serfs disparaître puis réapparaître en fonction des besoins du temps et du lieu. Dans un système très hétérogène, je l'ai dit, où les critères de servitude sont en constante mutation. Non, ce qui se passe à partir de Philippe le Bel, c'est tout simplement que le servage semble moins rentable que l'affranchissement. Parce que ce dernier est payant, évidemment, et que Philippe le Bel a très grand besoin d'argent. Avec l'affranchissement des serfs du domaine royal,
Les terres seront toujours cultivées et les cités toujours aussi actives. Mais en plus, les caisses de l'État se remplissent du prix de ces affranchissements. C'est tout bénef. Et ça ne change finalement pas grand-chose à la société elle-même. Dans l'imaginaire collectif, on retient habituellement que les hommes sont divisés en 3 groupes. Les nobles, les curés pour faire simple, et les paysans, qu'on confond quasi tout le temps avec les serfs exploités et martyrisés systématiquement par les 2 premiers groupes. J'ai essayé de vous montrer ici que la vérité est beaucoup plus complexe. Déjà, parce que la domination exercée sur les serfs n'a jamais reposé sur la force pure. Et puis, parce que si la dépendance dont on parle ici n'est pas du même type que le lien de vassalité et reste teinté de l'héritage de l'esclavage antique, un serf n'est malgré tout pas du tout un esclave. N'en déplaise à Hollywood et aux fictions pseudo-médiévales boueuses et misérabilistes. En bref, il faut retenir que l'Occident médiéval n'a pas du tout mis en œuvre les horreurs de l'esclavage, ni même une exploitation excessivement rigoureuse de la paysannerie. C'est quand même vrai, malgré tout, que les classes dirigeantes, pour chrétiennes qu'elles étaient, ne se sont quand même pas privées de créer une classe inférieure qu'elles ont par-dessus tout accablée d'un gigantesque mépris. Que voulez-vous ?